Le 25 mars 1942, à 10h20, est décédé à la Pierrière-Malais en Plélan-le-Petit le soldat de première classe Niancoy, mort pour la France. Dans quelles circonstances ce soldat venant d'Afrique est-il décédé à Plélan-le-Petit? Le soldat Niancoy, dont le véritable nom semble être Konényan, est né en avril 1912 à Zouapa, en Guinée française. Son régiment est envoyé combattre les Allemands lors de l'offensive de mai et juin 1940. L'affrontement est d'une très grande violence et les pertes sont terriblement lourdes. Les derniers combats du régiment ont lieu au nord de Lyon, et c'est là, à Reading, que Niancoy est capturé le 22 juin 1940. Contrairement à ses camarades de combat français, il n'est donc pas transféré dans un stalag en Allemagne. Les idéologues et dirigeants nazis considéraient, par racisme, que la venue des Noirs et de Maghrébins aurait été une souillure pour la terre allemande. C'est ainsi que les soldats africains, malgaches, antillais, maghrébins et indochinois emmenés en captivité en Allemagne en 1940 furent rapidement renvoyés dans des camps du front en France. Rémy Jouff naît en 1924 à Saint-Méloire-des-Bois, près de Plélan-le-Petit, où il passe une enfance heureuse au sein de sa famille. Il est, comme beaucoup de jeunes de cette époque, animé d'un fort sentiment patriotique. Ancien résistant local, il mobilise ses souvenirs pour donner un éclairage sur la mort dramatique de Niancoy. Les Sénégalais qui travaillaient sur la commune, sous les Allemands, ils défrichaient des landes en allant sur l'Angadian. Et donc, ils dormaient où est maintenant la salle des fêtes, mais c'était un petit réduit qui faisait 5-6 mètres de large, peut-être 7 mètres, vingtaine de 20 à 25 mètres de longueur. Et c'était en parpaing et couvert en fibrociment. Et des petites fenêtres qui étaient à hauteur d'homme à 1 mètre, 1 mètre 10. Mais personne ne pouvait sortir par la fenêtre. C'était des petites fenêtres qui étaient rectangulaires, mais hautes comme ça. D'accord. Et donc là, les Allemands ont tué un de ces gars-là qui était malade et qui refusait d'aller au travail. Alors ils l'ont abattu en arrivant sur le lieu de travail. Et il est enterré au cimetière, dans Plélan-le-Petit, là. Au cimetière, là, il est là. D'accord. Et donc ce baraquement dans lequel étaient les tirailleurs, c'est entouré de grillages, de Non, barbelés? c'était seulement les portes fermées, c'est tout. Il n'y avait pas de triage du tout. Les Allemands possédaient les clés, les fenêtres, personne ne pouvait y passer. Alors donc ils étaient prisonniers là-dedans. Et donc ce tirailleur qui a été abattu, vous savez où il a été abattu exactement, dans Plélan-le-Petit Il a été abattu au bord des Landes, sur la route de l'Angédian, en face des sapins. Il y a une forêt à droite, et il a été abattu là. La population a été choquée. On ne pouvait rien dire contre les Allemands. Autrement, bon, ah oui, on était obligé de se taire, de ne rien dire. Et vous, personnellement, à l'époque, vous aviez appris rapidement le décès de cet homme, son Le assassinat? jour-là, Le jour même. oui, oui. Et on n'y pouvait rien. Le maire de l'époque, il a fait ramener dans le cimetière de Plélan. Il n'y a pas eu d'obstacle vraiment, puisque le maire l'a fait enterrer dans le cimetière, point final. Ça y a fait un petit drame. Oui. Parce que tous ces gens-là, ils allaient travailler des fois dans les fermes, des fermes qui demandaient un coup de main pour le travail manuel. Alors il envoyait 2 ou 3 Sénégalais avec un gendarme, bien sûr, un Allemand pour les garder. Mais ils travaillaient à la ferme et ils mangeaient à la ferme également. Alors il y avait toujours en partie, il y avait, je ne sais pas combien, moi, 30 à 40 Sénégalais, mais ils aimaient bien travailler dans les fermes. Oui, parce qu'à ce moment-là, ils étaient un peu plus libres Un peu peut-être. plus libre, oui. Et puis avec les gens, ils pouvaient discuter. Ils pouvaient, oui, parler un peu français, oui. Ouais. Oui. Enfin, c'était une époque, hein, Et ça leur permettait aussi peut-être aux Sénégalais de manger un petit de peu manger un mieux. petit morceau, oui. Bien qu'ils n'avaient pas de l'âme. Et les Bretons mangent beaucoup de l'âme.
Je suis né à Plélan-le-Petit en 1947. Ma génération a grandi dans le souvenir de la guerre, de la libération, de ce qui s'est passé. On en parlait régulièrement, bien sûr. La Marseillaise, on a joué au Monument aux Morts avec les pipeaux, la grosse caisse. Et petite concurrence avec dans la cérémonie, parce qu'il y avait l'école privée qui avait ses enfants de chœur qui sortaient avec les cloches qui sonnaient à grande volée. Chacun devait tenir le haut du pavé, bien entendu. À cette cérémonie, l'école publique avait le privilège de faire l'appel aux morts. Et j'ai été, à ce titre, amené à appeler tous les noms des gens qui sont décédés. Donc ici, on voit Nankoy. On disait Nankois parce qu'on ne savait pas phonétiquement comment ça fonctionnait. On n'avait pas de tréma sur le nom du monument aux morts. Il s'agit bien d'un soldat sénégalais qui était prisonnier des Allemands. Et à l'école, notre école primaire, on nous a appris l'histoire. On nous a appris l'histoire de Nankoy. Et on a appris qu'il avait été tué par des Allemands. Nankoy, mort pour la France. On n'avait pas de prénom. C'est ce qui nous faisait sans doute nous interroger, mais on a... Pour moi, en tant que Plélanais, je remercie les autorités de l'époque d'avoir eu l'intelligence, d'avoir pris en compte cet homme qui avait rien demandé, qui n'avait pas demandé à venir faire la guerre, certainement pas, je ne suppose que non, qui n'avait pas demandé à venir mourir dans les landes de la Perrière-Malais. C'était sans doute un homme qui ne demandait qu'à vivre. Et il a été abattu sauvagement. Ils ont tiré dessus, ils l'ont abattu. Même pas comme un chien, parce qu'on n'abattrait pas un chien comme ça. Oui, c'est vrai que sur ce monument où on marque aux enfants de Plélan-le-Petit, morts pour la patrie, les Plélanais qui ont mis le nom de Nankoy, je pense qu'ils ont été fiers d'avoir quelqu'un qui n'était pas né à Plélan-le-Petit, bien loin de là, mais qui l'ont effectivement adopté. Ils l'ont pris comme un des leurs, ils l'ont pris dans leur cimetière. Je me souviens, étant enfant, de la croix de Nankoy. Quand j'allais au cimetière, quand mes parents m'emmenaient sur la tombe de mes grands-parents, on passait à côté, je me souviens de cette tombe, qui était un peu différente des autres, mais qui avait quand même des fleurs régulièrement, ou même petites que les autres, mais pas comme les autres, parce que les autres c'était leur famille. Et eux, les Plélanais l'ont adopté comme un des leurs, tout simplement comme un des leurs. Eux, qui n'avaient jamais vu un homme de couleur avant lui. Manu Bittel est entré en résistance dès ses 13 ans en 1940. Son père, garagiste, et ses employés, ainsi que sa famille, étaient animés d'un formidable sentiment patriotique. Il raconte ses aventures, celles d'un chenapan qui n'avait pas froid aux yeux, et il témoigne aussi sur la présence de tirailleurs d'origine africaine qui avaient été prisonniers des Allemands sur Jugon-les-Lacs. Ils étaient dirigés sur Jugon par des Allemands pour creuser la ligne Paris-Brest. Et c'est là que, comme ils creusaient, que je les ai connus. D'accord, et là ils creusaient une ligne téléphonique. Oui, voilà. Et vous les avez rencontrés à ce moment-là, et comment Oui. s'est déroulée cette rencontre? C'est-à-dire que, par curiosité, on les a suivis un petit peu au fur et à mesure qu'ils piochaient. Et c'est là qu'un des chefs m'a dit j'aurais demandé s'il y avait besoin de quelque chose. Il me dit si vous trouvez un peu de lait, on serait heureux d'en avoir. Et c'est à ce moment-là, on a fait les fermes de Jugon, il y en avait 3 à l'époque, et on a récolté pas mal de lait qu'on allait leur donner tous les jours. Ils étaient réellement conscients qu'il fallait les nourrir, il fallait leur apporter, parce que leur attaque qu'ils avaient, je ne sais pas,
je ne sais pas ce qu'ils mangeaient. Hein. Et alors, il est très content de trouver du lait. C'est-à-dire que on avait constaté que les Allemands les emmenaient le soir à Plélan et ils laissaient le matériel sur place, les pelles, les pioches, enfin tout ce qu'ils avaient pour creuser. Et dans la nuit, quoi, une fois qu'ils ont été partis, on est allé prendre les pelles et les pioches, on les a balancés dans les broussailles. Alors les Allemands, quand ils sont revenus, bon, les Noirs ne pouvaient plus travailler, quoi. Alors ils ont mis un certain temps à savoir où étaient à découvrir où étaient partis les pioches, les pelles et tout. Et, vous savez, on les avait balancés dans un fossé, et puis dans les ronds, c'était pas facile à les retrouver. Hein. Et en plus, il fallait les fossiles pour déblayer le terrain, y accéder. Et alors, c'est là que un des chefs noirs, il était gradé. Je ne sais pas, c'était caporal ou sergent, enfin, il était un petit peu. C'est lui qui commandait plus ou moins l'équipe. Et il m'a fait ça en me disant c'est toi qui as balancé les outils. Alors, bon, j'ai dit oui, quoi, c'est pas caché, quoi. Et alors, il dit oh, on voudrait bien partir, on voudrait bien s'en aller, ils sont 7 à nous garder. Alors, j'ai dit qu'on avait étudié la question. Et moi, 13-14 ans, vous savez, les copains étaient un peu plus vieux que moi, quoi, mais quand même, ça représentait un truc énorme pour eux. Bon, les Allemands, les Noirs ont dit, oh, on s'en charge. Donc, ils étaient décidés à les désarmer, enfin bon. Et nous, on devait les guider ensuite dans la campagne. Hein. On avait choisi sur Maigry, donc pas tellement loin de Gévauce. C'est de là d'ailleurs après qu'on a fait notre camp, nous, les Grès, le camp pour les résistants. Quoi. Et là, il y avait quand même quelques fermes, ils auraient pu se ravitailler, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de ravitaillement, les Allemands prenaient tout, les poulets, les tout, alors quant aux cochons, je ne savais pas s'ils en mangeaient, quoi. C'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que quand on est allé au baraquement, mais ils étaient partis. Ou, je ne sais pas. Il n'y a plus rien. Sûrement, ils avaient été réquisitionnés pour aller creuser ailleurs. Hélène Brassier raconte ses souvenirs d'enfant liés à sa rencontre lors de la Seconde Guerre mondiale avec des tirailleurs annamites prisonniers des Allemands à Évran. C'est l'histoire de liens amicaux tissés entre sa mère et ses soldats. Ils étaient logés à l'école d'Évran. Ah oui. Et ils étaient arrivés à quelle date? Ah oui, ils sont arrivés tard. Hein. Ils ont dû arriver en 41, à mon avis. 41-42. Mais vraiment, il y avait, à ce moment-là, il y avait très peu d'Allemands. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu? Il restait juste Max, là, qui les gardait. Il n'y avait plus d'Allemands. Et il y avait combien d'anamites à peu près? Oh, moi, je dirais une douzaine. Oh oui, à peu près une douzaine, à peine même. Parce que quand ils partaient le matin, je les vois encore partir. Alors, il y avait monsieur et madame Briand, qui était institutrice à cette époque-là, qui faisait fonction de directeur, puisqu'il remplaçait mon père qui était prisonnier. Et madame Briand les avait pris en amitié, les aimait beaucoup. Alors, et pareil, elle leur donnait ce qu'elle pouvait, ce qu'elle avait de ravitaillement. Elle avait peut-être pas de jardin, madame Briand. Mais maman, qui avait le bonheur d'avoir un jardinier, Tintin, là, un brave petit père de Bétinoc. Eh bien, elle leur donnait des choux, de la salade, ça dépendait, tu sais, de l'époque. Vous et votre mère, vous viviez là au niveau de l'école? Ah, bien sûr. Dans l'école? Bien sûr. Et c'est ce qui fait que vous avez rencontré donc les Ah ben, on vivait avec eux, hein. Sur le plan vestimentaire, ils avaient tout ce qu'il fallait ou pas? Comme vous les voyez là, moi je les ai toujours vus habillés comme ça quand il faisait froid. Ils avaient une veste, il y en a un là. Voilà. Ils avaient ces vestes là, vous voyez, oui, très légères. Là. Après, ben, ils ont été sur Matignon, puisque il le met là. Ventuillet avait écrit à maman après pour la remercier, et il s'était noté qu'il était à Matignon. D'ailleurs, là, c'en est pas. Si, ben, vous voyez, voici un jour de fête annamite à Matignon, pour vous, mon bon souvenir.
Il avait envoyé ça à maman. Ah, il était d'accord. d'une gentillesse, parlant français, Ah, oui. très agréable. Et donc justement, les Anamites, la journée, ils partaient travailler dans les fermes. Oui, ils ont le Bessot et puis chez comment, à Trévloc. Quand ils n'étaient plus en train de travailler dans les fermes à ramasser le lin, les dorifores, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur temps? Ils étaient enfermés, ils pouvaient sortir? Oh, ils ne sortaient pas. S'ils sortaient, il y avait la sentinelle les accompagnait, ils étaient prisonniers. Ah non, on ne les voyait jamais divaguer dans le bourg. Hein. Après, maman, il y avait un portillon en bois qui était... Et elle leur passait aux petits Anamites, ils étaient dans la cour, elle leur passait des salades, des trucs, ou si c'était un chou, elle lançait par-dessus. Mais c'était eux qui faisaient leur tambouille. Hein. D'accord. C'était pas Max qui cuisinait. À travers le grillage, elle pouvait aussi parler avec eux alors. Ah ben surtout avec Ventuyer, là, qui parlait, les autres petits, ils parlaient pas. Du tout. Oh non. Par Ils contre, savaient dire notre prénom, c'est tout, mais ils parlaient pas français. Et ça lui a permis de parler longuement donc avec le caporal Ventuyer. Ah oui, puis maman l'appréciait parce que c'était un homme d'une politesse vraiment très très gentil. Il était apprécié de M. Manbriand l'aimait beaucoup aussi. Là. J'ai raconté quand il partait le chant, le petit air à Anamite, ils avaient des toutes petites voix mais claires, tu sais, résonnantes. Et il partait, il marchait au pas et Max était devant avec le fusil, devant ou derrière, ça dépendait d'abord. Mais le soir, Schnaps, chez Louis Nogue, ça avait marché, oui. puis je pense que tonton Louis devait en faire exprès. Tiens, il voyait qu'il aimait ça, et hop. Alors le soir, retour, il passait, tu sais, au bout de votre jardin, il rejoignait la cour du Bessot. Le petit sentier. Voilà, Ouais. et de la cour du Bessot, la route, puis ils arrivaient pas très loin, il y avait quoi 3 kilomètres, 4. Oui, peu importe, oui. Et non, mais quand nous on guettait le truc, parce qu'on se doutait bien ce qu'elle. On le voyait arriver, il prenait devant le monument aux morts d'Evran, là, il tournait là. Il y avait un Anamite qui avait le fusil, 2 autres qui soutenaient Max. Max, il était comme ça, complètement. Givré. Alors vraiment givré. Alors tu parles des gosses, t'as vu? Ah, ils m'ont saoulé. Mon Dieu, on était une équipe. Et après, les seules nouvelles ont été une photo ou deux, Voilà. et puis celui qui est revenu en permission en 45, Oui, mais c'est ouais. tout. Canard. Ouais. Oui, parce qu'après, ils ont été rapatriés. Ben, en bien fait, dans sûr, leur ils pays sont partis d'origine, chez hein. eux, les Ouais. pauvres, bien contents sûrement de retrouver les leurs.